L'histoire commence avec un jeune homme qui réfléchit au fait que chacun a ses propres talents spéciaux. Certaines personnes ont des capacités artistiques, comme dessiner des images réalistes, tandis que d'autres possèdent une beauté physique ou une aura attrayante, même si elles ne correspondent pas aux standards traditionnels de beauté. L'histoire bascule ensuite vers le jeune homme sur son lieu de travail, où un collègue l'invitait à une fête. Il refuse poliment, mentionnant qu'il a du travail à faire. Une autre personne remarque qu'il est toujours ponctuel et dévoué à son emploi. Plus tard, en rentrant chez lui, il exprime son désir d'obtenir une promotion. Le protagoniste est un individu travailleur qui accorde de l'importance à la ponctualité et préfère accomplir ses tâches à temps, ce qui lui permet de rentrer tôt chez lui. Il aime cuisiner, mais saute souvent des repas avant de se coucher, impatient de plonger dans un monde de rêve. Dans ce rêve, qu'il visite depuis son enfance, il se trouve dans un lieu magique rempli de combats à l'épée et d'aventures excitantes. Dans ce monde onirique, il se sent plus jeune et plein de vie, rencontrant des créatures étranges et vivant des expériences palpitantes. Bien que certaines situations soient dangereuses, il ressent une profonde connexion avec ce monde de rêve, qui lui apporte joie et émerveillement. Se sentant rajeuni, le personnage principal regarde son reflet dans l'eau et est surpris par son apparence enfantine. Soudain, une fille, qui s'avère être une elfe, le salue. Le garçon, nommé Kazuhiro, un nom qu'il a choisi accidentellement lorsqu'il était enfant à cause d'une faute d'orthographe, partage sa surprise. La fille, Marie, lui dit que ce monde est rempli de fées et qu'il pourrait ne pas être un endroit pour lui. Cependant, lorsque Kazuhiro lui offre son déjeuner et propose une aventure, elle refuse d'abord, mais finit par accepter après quelques encouragements. Kazuhiro et Marie explorent un manoir vieux de plusieurs siècles. Kazuhiro est rempli d'excitation en admirant son apparence magique. Cependant, Marie lui demande de faire moins de bruit. À l'intérieur, le lieu est sombre, alors Marie utilise ses pouvoirs magiques pour éclairer l'espace. Kazuhiro, impressionné par l'histoire du manoir, suppose qu'il a été construit pour se protéger contre les tremblements de terre, bien que Marie ne connaisse pas ce terme. Les deux s'assoient ensuite pour déjeuner. Marie est étonnée par la délicieuse nourriture de la boîte à déjeuner de Kazuhiro et commande son odeur et son goût agréable. Après avoir demandé le nom du plat, Kazuhiro lui explique que c'est un repas populaire appelé onari. Tout en appréciant la nourriture, Marie lui demande où il est né, et il répond qu'il vient du Japon, un pays insulaire. Kazuhiro et Marie poursuivent leur aventure, et Kazuhiro propose de lui apporter un déjeuner tous les jours si elle reste avec lui, ce qu'elle accepte. Ils entrent ensuite dans une grotte où ils rencontrent un monstre. Marie avertit Kazuhiro de rester à distance, car la créature pourrait être dangereuse. Cependant, Kazuhiro s'approche en courant et révèle que c'est en fait un de ses amis. Le monstre exprime une certaine envie en voyant que Kazuhiro a une si belle compagne, mais Kazuhiro s'en amuse, expliquant que c'est simplement parce qu'il apporte de la bonne nourriture. Marie, qui ne comprend pas la langue du monstre, est confuse, mais Kazuhiro peut communiquer avec lui car il est familier avec ce monde. Il explique que le monstre parlait de la saison des dragons et qu'il est impatient de trouver un œuf de dragon. Les deux aventuriers s'enfoncent plus profondément dans la grotte et tombent par hasard sur une zone sombre où un dragon repose. Incapable de voir dans l'obscurité, Kazuhiro commence à avoir des difficultés, mais Marie utilise sa magie pour lui donner la capacité de voir. En regardant, Kazuhiro se rend compte que la créature est un dragon archi, un être extrêmement dangereux. Marie l'avertit qu'ils doivent être prudents et éviter de s'approcher trop près. Dans un moment de tension, Kazuhiro et Marie se retrouvent piégés dans une grotte avec le dragon, après avoir tenté de s'échapper par une porte qui se referme soudainement sur eux. Le dragon se réveille et crache du feu vers eux, ce qui fait brièvement craindre à Kazuhiro pour sa vie, pensant qu'il pourrait mourir dans ce rêve. Le lendemain matin, Kazuhiro se réveille et trouve Marie dans son lit, surpris par sa présence. Lorsque Marie se réveille, Kazuhiro est embarrassé en réalisant qu'elle ne porte pas de vêtements. Elle se couvre rapidement avec une couverture en prenant conscience de la situation. Kazuhiro visite un magasin, et pendant que Kazuhiro choisit quelques articles, le personnel et les clients semblent le regarder avec méfiance. Ensuite, il rentre chez lui, où Marie admire la vue depuis le balcon. Elle demande à Kazuhiro où il se trouve, et il lui explique qu'ils sont au Japon, son pays natal. Marie est impressionnée par les grands bâtiments magnifiques et exprime son désir d'explorer davantage les environs. Kazuhiro propose alors qu'elle se prépare pour aller visiter la ville. Quand Marie remarque une grande tour, Kazuhiro lui dit qu'elle offre une belle vue, et il prévoit de s'y rendre plus tard. Marie enfile une robe qu'elle adore, et Kazuhiro, ravi de la voir ainsi, cherche des mots pour lui faire un compliment. Marie, qui n'est pas facilement offensée, l'assure qu'il peut dire ce qu'il veut. Kazuhiro lui dit alors qu'elle est magnifique dans cette robe, ce qui la rend heureuse et appréciée. Kazuhiro ajoute qu'elle semble encore plus belle dans ce monde que dans celui où il l'a vue auparavant. Marie est touchée par ces mots, se sentant joyeuse et excitée. Kazuhiro propose ensuite de sortir, mais il lui donne d'abord une casquette pour couvrir ses oreilles, expliquant que les fées n'existent pas dans ce monde. Marie, enthousiaste à l'idée d'explorer, lui assure qu'elle n'aura pas peur. Pendant leur trajet en voiture, Marie est nerveuse car c'est sa première fois dans un véhicule, mais elle est émerveillée par l'expérience.
Ils arrivent dans un restaurant, où Kazuhiro commande à manger. Pendant qu'ils attendent, ils discutent de leur situation, se demandant s'ils sont morts dans leur rêve à cause de l'attaque du dragon. Kazuhiro rassure Mari en disant qu'ils sont encore en vie, mais qu'ils n'en seront sûrs que lorsqu'ils s'endormiront de nouveau et retourneront dans le monde des rêves. Pour l'instant, il l'encourage à profiter du temps qu'ils ont dans ce monde, car cela pourrait être temporaire. Kazuhiro se remémore comment Mari s'est retrouvée dans son lit après l'attaque du dragon, supposant que le dragon pourrait être la raison de sa présence dans ce monde. Il suggère que s'ils dorment de nouveau, elle pourrait retourner dans son monde réel, et ensemble, ils pourraient vaincre le dragon une fois pour toutes. Kazuhiro partage également comment son mode de vie, vivant principalement la nuit, a ralenti sa croissance physique. Plus tard, leur nourriture arrive, et Mari est ravie de voir à quel point elle est appétissante. Kazuhiro l'encourage à manger, et elle apprécie énormément le repas, ce qui remonte son moral. Après avoir terminé leur repas, Mari commente joyeusement qu'elle n'a jamais goûté une telle nourriture auparavant. Ils se rendent ensuite dans un parc entouré de cerisiers en fleurs, et Mari est enchantée par leur beauté. Elle exprime à quel point elle aime cet endroit, et Kazuhiro lui explique que c'est la période idéale de l'année pour en profiter. Tandis qu'ils admirent la vue sur un lac paisible, Mari remarque à quel point il est magnifique. Kazuhiro lui souhaite alors chaleureusement la bienvenue au Japon, l'appelant mademoiselle, ce qui la fait se sentir spéciale. Tous deux profitent de ce moment avant de rentrer chez eux. Les deux passent la journée ensemble et, à la tombée de la nuit, admirent la beauté des cerisiers en fleurs. Mari, captivée par la vue, se demande comment serait son monde sans les monstres, ce à quoi Kazuhiro répond qu'un monde sans monstres ferait face à d'autres défis. Malgré cela, Kazuhiro commence à apprécier la beauté du monde d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Plus tard, Mari s'inquiète de ce qui pourrait se passer si elle ne parvient pas à retourner dans son propre monde. Kazuhiro la rassure en suggérant qu'ils pourraient explorer le Japon ensemble, visiter des sources chaudes, des châteaux et découvrir tout ce que le pays a à offrir. Mari trouve l'idée intéressante, mais Kazuhiro insiste sur l'importance de trouver un moyen de la ramener chez elle. De retour à la maison, Kazuhiro propose à Mari de prendre un bain et lui donne du savon en lui expliquant que cela lui procurera une agréable sensation. Mari, curieuse, apprécie le parfum plaisant du savon. Pendant que Kazuhiro prépare le dîner, il réfléchit à tout ce qu'il a appris sur Mari et à la manière dont leur lien s'est renforcé. De son côté, Mari, repensant aux paroles de Kazuhiro sur leur potentiel à vivre ensemble et explorer le Japon, rougit d'excitation. Après son bain, Mari est attirée par l'odeur délicieuse du repas que Kazuhiro est en train de cuisiner. Il lui annonce que le dîner est presque prêt et l'invite à s'asseoir à table. En voyant le repas, Mari est ravie, et en le goûtant, elle est émerveillée par sa saveur. Kazuhiro lui explique qu'il a préparé des escalopes avec des œufs, rien de très spécial, et qu'il reste des morceaux de poulet pour le lendemain. Mari, heureuse, savoure chaque bouchée du repas. Kazuhiro partage ensuite que, dans son monde, il ne peut emporter que des choses simples comme une boîte à lunch et de l'eau lorsqu'il voyage, rien de plus. Mari, intriguée, demande ce qu'il entend par rien de plus. Kazuhiro lui explique davantage, tout en lui montrant une lampe de poche. Il lui dit que, tandis qu'elle utilise la magie pour créer de la lumière, dans son monde, ils utilisent des torchets. Il mentionne également qu'il ne peut pas emporter son carnet avec lui. Mari suggère qu'une force supérieure pourrait contrôler ce qui peut entrer dans ce monde, ce qui les amène à spéculer sur la possibilité que l'arrivée de Kazuhiro dans ce monde ne soit pas due au hasard. Mari se demande si Kazuhiro a reçu une mission quelconque, mais Kazuhiro, plaisantant, parle d'une mission boîte à lunch. Bien que leur conversation plonge dans des idées mystérieuses, ils ne parviennent à aucune conclusion. Au lieu de cela, Kazuhiro se concentre sur la sécurité de Mari et sur son retour dans son monde d'origine. Il lui rappelle que lorsqu'elle est arrivée, elle était confuse et ne se souvenait de rien. Mari admet qu'elle était tellement bouleversée qu'elle a tout oublié. Ils discutent de leur retour imminent dans l'autre monde, où ils devront faire face à une situation dangereuse avec un dragon. Kazuhiro s'inquiète qu'une fois dans ce monde, ils puissent être piégés dans un cycle où le dragon les tue à chaque apparition. Mari avertit que le souffle du dragon est puissant et magique, rendant presque impossible sa défaite. Kazuhiro, cependant, préfère en apprendre davantage sur le dragon de manière plus personnelle plutôt que de se concentrer uniquement sur ses capacités de combat. Alors qu'ils se préparent à dormir, Mari, enthousiaste, mentionne qu'ils sont prêts à tenter de retourner dans l'autre monde. Elle invite Kazuhiro à s'allonger à côté d'elle, ce qui le met mal à l'aise, mais il finit par trouver le courage de la rejoindre. Elle lui demande avec espièglerie s'ils vont dormir ensemble, laissant Kazuhiro à la fois embarrassé et intrigué. En s'endormant, ils sont transportés de nouveau dans le monde des rêves, où ils font face à une menace inattendue du dragon. Kazuhiro demande à Mari de rester derrière lui et tente de raisonner le dragon, expliquant qu'ils n'ont aucune intention hostile. Il révèle également qu'il a amené Mari sans mauvaise intention. Tandis que Mari réfléchit à son passé, Kazuhiro théorise que le dragon pourrait protéger quelque chose ou quelqu'un et qu'ils doivent prouver qu'il ne représente aucun danger. Kazuhiro offre alors un verre au dragon en guise d'excuse, reconnaissant que ce n'est pas suffisant pour réparer un tort, mais que c'est un geste de paix. Le dragon,
qui s'avère être une femelle, est intriguée par l'approche de Kazuhiro et Mari. Elle est surprise que Kazuhiro comprenne la langue des dragons, connaisse ses préférences, et trouve fascinant qu'il soit indemne. Elle mentionne également qu'elle avait remarqué l'état de Kazuhiro la veille, ce qui suggère qu'elle est consciente de leur situation. En réponse à la question du dragon, Kazuhiro accepte de révéler le secret de sa guérison, espérant que cela convaincra le dragon de les laisser partir. Mari est soulagée et excitée en entendant qu'il pourrait être libéré. Soudain, une lumière apparaît, signalant un événement important. Le dragon découvre que Kazuhiro est arrivé d'un autre monde par le biais des rêves, et que Mari a également voyagé dans ce monde. Mari réfléchit à une phrase de Kazuhiro concernant son désir de voir ses œufs, laissant entrevoir le mystère et la connexion qui les unissent. Le dragon montre alors quelque chose à Kazuhiro et Mari, ce qui excite énormément cette dernière. L'environnement est particulièrement chaud, une condition idéale pour l'éclosion des œufs. Le dragon remarque une odeur étrange émanant de Kazuhiro, qu'il ne comprend pas immédiatement. Après un moment de confusion, Kazuhiro réalise que l'odeur pourrait venir de sa boîte à lunch et plaisante sur l'intérêt que cela suscite. Le dragon explique que parler sous cette forme est difficile pour elle et qu'elle ne peut pas boire correctement. Elle commence alors à lancer un sort magique, fascinant Mari, qui n'a jamais vu un dragon utiliser de magie. Mari commente la puissance des sorts de dragon par rapport à ceux des humains. Soudain, le dragon se transforme en une forme humaine, ce qui surprend Mari et lui fait penser que les légendes qu'elle a entendues pourraient être vraies. Sous cette nouvelle apparence, le dragon explique qu'elle n'a pas pris cette forme depuis longtemps et demande à Kazuhiro si elle semble étrange. Kazuhiro la rassure en disant qu'elle est magnifique. Le dragon demande ensuite la nourriture et la bouteille de Kazuhiro. Bien qu'hésitant, Kazuhiro offre finalement sa nourriture, incertain de la réaction du dragon. Le dragon insiste, expliquant qu'elle ne veut pas la manger mais seulement la tester. En échange, elle propose de donner à Kazuhiro une écaille magique capable d'améliorer considérablement ses capacités. Kazuhiro accepte, et le dragon savoure la nourriture avec enthousiasme. Elle goûte également une boisson qu'elle trouve délicieuse. Kazuhiro et Mari sont ravis de sa réaction positive. Le dragon, ravi d'avoir goûté quelque chose d'aussi bon, apprend que cette nourriture vient du monde de Kazuhiro et n'existe pas dans le leur. Elle avait initialement pensé qu'elle pourrait en trouver ici et avait même envisagé de conquérir un village pour cela. Cette révélation met Kazuhiro mal à l'aise, tandis que Mari se réjouit de la satisfaction du dragon. En échange de la nourriture, le dragon donne à Kazuhiro une pierre imbibée de son sang, un objet puissant et précieux. Quand Kazuhiro partage cette information avec Mari, elle se rend compte de l'importance de la pierre, et oblige Kazuhiro à l'échanger contre le repas. À la fin de leur rencontre, le dragon demande qu'il lui apporte encore plus de nourriture la prochaine fois. Kazuhiro est satisfait, mais Mari est perplexe quant à la raison pour laquelle le dragon leur a donné un objet aussi précieux en échange de nourriture. Mari parle des propriétés curatives du sang du dragon et à sa valeur inestimable. Bien que Kazuhiro suggère de le vendre à un prix élevé, Mari explique que cela soulèverait des questions sur son origine. Il apprend ensuite la chute d'une ancienne civilisation détruite après avoir tenté de voler des œufs de dragon. En représailles, le dragon avait ravagé la région, la rendant inhabitable. Après avoir survécu à cette rencontre, Kazuhiro se sent triste à l'idée que Mari ne l'accompagnera plus. Mais elle le rassure, affirmant qu'elle voyagera toujours avec lui. Elle exprime également son désir d'apprendre le japonais, ce qui rend Kazuhiro heureux. Après plusieurs jours, le protagoniste raconte que la vie aux côtés de l'elfe n'est pas si mauvaise. Il vient de rentrer du travail, et on peut voir l'elfe en train d'étudier le japonais grâce à un programme télévisé. Cependant, le protagoniste a encore du mal à s'habituer à l'idée de vivre avec un être inexistant dans ce monde, ce qui reste étrange pour lui. Il décide de préparer un repas avec de la viande hachée, profitant d'un bon prix. Alors qu'il cherche quelque chose dans le réfrigérateur, l'elfe le surprend en disant quelques phrases en japonais. Elle prend très au sérieux l'apprentissage de la langue et vise à la parler parfaitement en 2 mois, souhaitant l'étudier dans les 2 mondes. Plus tard, Mari est ravie du repas et de la boisson qu'il a préparé, impressionnée par la simplicité et l'aspect économique de la préparation. Alors que Kazuhiro fait la vaisselle, elle lui demande où se trouve le sang et l'écaille du dragon dans ce monde. Il répond qu'il n'en a aucune idée, mais qu'en revenant dans son monde, tout reste avec lui. Il suppose que lui et ses affaires deviennent invisibles pour éviter que quelqu'un ne les vole. L'elfe se demande s'il y a quelqu'un qui contrôle cette situation liée au rêve, et le protagoniste aimerait bien le savoir aussi. Mettant cette question de côté, il lui demande si elle veut faire quelque chose. Il souhaite l'emmener dans plusieurs endroits, mais Mari doit malheureusement travailler sur un rapport sur la magie ancienne et gérer une pile de tâches pour la guilde des mages. Le protagoniste comprend et, en parlant de magie ancienne, il lui demande si elle a déjà vu des pierres magiques. Mari répond que non, car elles ne sont qu'une légende. Cependant, en y réfléchissant, si les draconiens existent, peut-être que ces pierres sont réelles. Le protagoniste lui propose alors d'aller explorer une ancienne carrière de pierres magiques dont il a entendu parler. Mari accepte, mais insiste pour emporter plusieurs repas au cas où. Le soir, alors qu'ils se détendent, le protagoniste avoue qu'il s'endort plus facilement grâce à Mari. Il se souvient qu'elle veut apprendre le japonais en 2 mois,
ce qui pourrait correspondre au temps qu'ils passeront ensemble. Curieusement, il ne veut pas se séparer d'elle. Au réveil, dans l'autre monde, il se prépare à visiter les ruines du Ja. Mari trouve cela insensé, car elle se trouve dans un autre pays et un voyage en voiture prendrait au moins une semaine. Mais Kazuhiro lui explique que, grâce à sa capacité de téléportation, cela ne pose aucun problème. Il lui demande de s'accrocher fermement, et ils descendent dans un espace étrange. Il explique qu'il se trouve dans un monde situé à un niveau en dessous de l'autre. Cette capacité, appelée train, lui permet de se téléporter sur de longues distances rapidement, bien qu'elle soit rare et presque exclusivement réservée aux marchands. Pour l'obtenir, il faut inscrire son nom sur une statue du dieu des voyages et recevoir la permission de voyager une fois par jour. Il précise qu'il y a des limites, il ne peut pas se rendre dans des lieux dominés par des êtres puissants comme un dragon, ou transporter trop de poids. L'elfe réalise alors qu'il la porte dans ses bras depuis un moment et, gêné, lui demande de la poser. Le voyage dure environ 20 minutes. Le protagoniste lui demande de rester près de lui, ne sachant pas ce qui pourrait arriver s'ils se séparaient. Une fois arrivé, Kazuhiro dépose une fleur en offrande sur une statue. Après avoir marché un moment, ils atteignent les ruines du Ja. Kazuhiro explique que, par le passé, des pierres magiques y étaient extraites pour fabriquer des objets magiques, ce qui en avait fait un centre de population prospère. Une grande forteresse avait été construite pour la protection, mais lorsque les pierres magiques ont disparu, la région est tombée dans l'obscurité. Selon des rumeurs, certaines personnes disent ressentir la présence de pierres magiques en visitant l'endroit. Marie, accablée par la chaleur, a du mal à continuer. Elle ne voit que des pierres ordinaires, des ruines, du sable, et ressent une chaleur étouffante. Elle veut abandonner, mais Kazuhiro l'encourage en lui parlant d'un oasis plus loin. Elle décide de continuer, espérant que cela en vaille la peine. Kazuhiro remarque que la chaleur l'affecte beaucoup et se demande si elle pourrait supporter l'été japonais. En arrivant près d'une montagne, ils sont surpris de voir des bâtiments et des maisons, semblables à une ancienne mine. Marie lui demande s'il est sûr qu'il y a des pierres magiques dans ces ruines. Kazuhiro répond qu'il n'en est pas certain, mais qu'il a le pressentiment qu'ils trouveront quelque chose d'intéressant. Enfin, ils atteignent l'oasis, et Marie est ravie de la fraîcheur qu'elle y trouve. Après avoir pris un bon repas dans une ambiance fraîche et avec une vue magnifique, Marie retrouve le moral. Elle s'excuse pour son manque de tolérance face à la chaleur, qui est difficile à supporter pour elle, mais elle remercie Kazuhiro de lui avoir permis de profiter de ce moment exceptionnel. Curieuse, elle lui demande quelles autres compétences il possède en dehors de la téléportation. Kazuhiro lui propose de les lui montrer via son panneau de statut, à condition qu'elle lui montre aussi le sien. Marie accepte, mais insiste pour qu'il garde cela secret, car au sein de la guilde des mages, ils passent leur temps à se comparer et à établir des classements, ce qu'elle trouve agaçant. Lorsque Marie découvre le niveau de Kazuhiro, elle est stupéfaite, il est de niveau 72, un niveau qu'elle n'a jamais vu auparavant. Cependant, Kazuhiro minimise son niveau, expliquant qu'il préfère vivre tranquillement sans trop se soucier de cela. Marie justifie son propre niveau inférieur par le fait qu'elle consacre beaucoup de temps à l'étude de différentes magies, ce qui ralentit sa progression. Kazuhiro, loin de la critiquer, met en avant ses talents uniques, tels que sa précision, ses enchantements de haut niveau, et sa mémoire améliorée. Il souligne qu'il y a très peu de mages spirituels, ce qui montre à quel point Marie est douée dans son domaine. Quand Marie remarque la classe unique de Kazuhiro, l'âme illusionniste, elle avoue ne jamais en avoir entendu parler. Kazuhiro explique vaguement qu'il s'agit d'une capacité spéciale qui pourrait être perçue comme une forme de tricherie, sans trop entrer dans les détails. Marie en profite pour plaisanter sur son apparence fatiguée, suggérant que cela pourrait être lié à sa classe. Pendant ce temps, un groupe de bandits, cachés de l'autre côté d'une porte, complote contre eux. Ils ont remarqué la présence de Kazuhiro et Marie et espèrent que les monstres élimineront le duo à leur place. De retour à leur conversation, Kazuhiro demande à Marie les différences entre la magie spirituelle et la magie ordinaire. Marie explique que les mages ordinaires utilisent des baguettes pour canaliser leur magie, tandis que les mages spirituels, comme elle, concluent des pactes avec des esprits. Pour le démontrer, elle invoque un petit lézard de feu, montrant comment elle accumule et utilise la magie grâce à son lien avec les esprits. Alors qu'ils discutent, un monstre surgit de l'eau avec de mauvaises intentions. Kazuhiro, confiant, le neutralise d'un seul coup. Cependant, il reconnaît le monstre comme un Kupa, une créature aquatique redoutable, et avertit Marie de rester prudente. Bien qu'ils continuent de combattre, les bandits les observent et réalisent que Kazuhiro possède des trésors d'une grande valeur, ce qui les pousse à élaborer un plan pour les lui voler. La situation devient encore plus tendue lorsqu'un enfant mi-bête avec un catalyseur magique apparaît, déclenchant un tremblement de terre. Une créature gigantesque émerge soudainement, menaçant Kazuhiro et Marie. Coincé, Kazuhiro ne peut utiliser sa téléportation longue distance avant le lendemain. Face à cette menace, il envisage de se réveiller pour fuir ce cauchemar. Heureusement, ils parviennent à se réveiller sains et saufs dans le monde réel. Kazuhiro, persuadé qu'ils étaient surveillés depuis leur arrivée aux ruines, se remémore les présences ressenties durant le combat contre les Kupas. Il est convaincu que les bandits cherchent désormais à piller leur corps et leurs biens. Marie,
quant à elle, s'interroge sur l'enfant mi-bête, se demandant s'il faisait partie des bandits. Kazuhiro en doute, trouvant qu'il semblait plutôt effrayé. Pour l'instant, ils mettent ses préoccupations de côté. Comme c'est samedi, Kazuhiro décide de rester auprès de Mari pour l'aider à pratiquer le japonais. Dans la scène suivante, avec une atmosphère accueillante, nous voyons que Kazuhiro et Mari se promènent au Japon. Kazuhiro se sent chanceux de passer son premier week-end avec Mari, qui est arrivée au Japon il y a une semaine. Alors qu'il se balade, Mari joue avec un chat, et Kazuhiro l'observe avec joie. En admirant la rivière, Mari commente la douceur de son courant. Kazuhiro lui explique que tout est soigneusement entretenu pour éviter les inondations grâce au système de gestion des eaux en place. Bien que Mari puisse communiquer avec les esprits dans son propre monde, elle n'a pas encore établi cette connexion ici, faute de temps. Toutefois, elle est convaincue qu'avec le temps et en visitant régulièrement cet endroit, elle pourra finir par comprendre et interagir avec eux, comme avant. Il croise ensuite un chat, et Mari, intriguée, pose des questions à son sujet. Kazuhiro lui explique que ce chat est amical, mais qu'il vaut mieux le laisser venir de lui-même. Comme prévu, le chat s'approche d'elle, et Mari joue avec lui avec enthousiasme. En caressant l'animal, elle s'émerveille de la douceur de son pelage, ce qui amuse et attendrit Kazuhiro. Plus tard, Kazuhiro emmène Mari à la bibliothèque pour l'aider à en apprendre davantage sur le Japon. Impressionnée par l'espace propre et lumineux, Mari exprime son admiration. Cependant, lorsqu'il l'emmène dans la section jeunesse, elle se vexe légèrement, affirmant qu'elle n'est pas une enfant. Kazuhiro lui explique alors que son but est de lui donner goût à la lecture. Il lui tend un livre pour enfants aux couleurs vives et aux illustrations éclatantes. Enthousiasmée par les illustrations, Mari trouve les couleurs magnifiques et agréables à regarder. Elle tombe sur un livre qu'il lisait dans son enfance, racontant l'histoire d'un chat explorant divers endroits. Kazuhiro admet qu'il l'adorait autrefois, mais qu'il s'en est lassé à force de le relire. Toujours en apprentissage de la langue, Mari avoue qu'elle ne pourra pas encore le lire seule. Kazuhiro la rassure et lui propose de lui faire la lecture. Ravie, elle choisit le livre du chat et il se dirige vers le comptoir, où Kazuhiro croise une vieille connaissance, Ichigo, un employé à temps partiel de la bibliothèque. Ichigo demande qui est Mari, et Kazuhiro explique qu'elle vient de loin et qu'il lui fait découvrir la ville. Ne comprenant pas la conversation, Mari se tourne vers Kazuhiro, qui lui murmure une explication. Lorsqu'Ichigo l'appelle Mari-san, elle s'interroge sur ce suffixe. Kazuhiro lui explique que san est un titre honorifique utilisé au Japon pour montrer du respect, notamment envers les jolies jeunes filles. Mari, touchée, lui retourne le compliment, ce qui surprend Ichigo, car personne ne l'avait jamais traitée de belle, ce qui la rend si joyeuse, au point qu'elle ne sait où donner de la tête. Elle l'interroge sur leur relation, et Kazuhiro répond qu'ils sont simplement de bons amis, Mari étant en visite pour un moment. Ichigo remarque alors que leurs adresses sont identiques, signifiant qu'ils habitent le même immeuble. Mari, perplexe, demande des explications, et Kazuhiro lui confirme qu'ils sont voisins. Ichigo propose alors à Mari de devenir amie et l'inviter à déjeuner un jour. De retour chez Kazuhiro, il prépare des pancakes pour Mari. Pendant ce temps, elle remarque un lecteur CD et lui demande des précisions sur les images animées dont il lui avait parlé. Kazuhiro insère un disque et lui montre comment les images se succèdent pour donner l'illusion du mouvement. Mari est fascinée par ces images animées en couleur. Kazuhiro lui apporte ensuite les pancakes, qu'elle trouve délicieux. Pour instaurer une ambiance de cinéma, il ferme les rideaux afin de plonger la pièce dans l'obscurité. En regardant l'animation, ils aperçoivent des images d'une maison et d'un village. Mari demande si cet endroit est réel, et Kazuhiro confirme, ajoutant que son grand-père y vit. Intriguée, Mari rêve d'y aller un jour. Kazuhiro lui propose alors d'en parler à son grand-père pour organiser une visite le week-end suivant. Surprise par cette idée, Mari continue de profiter du film avec enthousiasme. À la fin, Kazuhiro lui demande son avis, et elle répond avec excitation qu'elle a adoré et veut en voir d'autres. Il lui assure qu'il existe de nombreux films similaires au Japon, ainsi que des jeux et des animes qui pourraient l'aider à se détendre. Il ajoute que ce n'est que le début. Alors qu'il s'apprête à préparer le dîner, Mari exprime son envie de revoir le film. Mais soudain, un tremblement de terre interrompt leur moment. La terre se met à trembler, et Kazuhiro vérifie sur son téléphone la magnitude du séisme. Paniquée, Mari se précipite vers lui et le serre dans ses bras. Pris au dépourvu, Kazuhiro lui fait remarquer, un peu gêné, qu'elle devrait au moins mettre des vêtements avant de sortir ainsi précipitamment. Réalisant soudain qu'elle est en tenue inappropriée, Mari rougit et retourne précipitamment dans sa chambre, embarrassée. Kazuhiro, amusé par la situation, s'excuse de ne pas l'avoir prévenu des tremblements de terre fréquents au Japon. Plus tard, Kazuhiro prépare un repas avec des épices indiennes et invite Mari à goûter. Ravie, elle complimente la saveur explosive du plat, la comparant aux épices des régions désertiques d'autres mondes. Cette discussion les ramène à leur situation actuelle, et Mari se souvient soudainement du monstre qu'ils avaient rencontré auparavant. Elle se demande s'ils retourneront dans cet endroit dangereux. Kazuhiro la rassure, expliquant qu'il pourrait y être renvoyé, mais qu'il ne s'inquiète pas outre mesure. Mari, cependant,
s'inquiète des risques qu'il court, même avec la possibilité de revenir en sécurité. Kazuhiro révèle alors qu'il possède une compétence spéciale lui permettant de parcourir de longues distances une fois par jour, ce qui pourrait leur offrir une échappatoire en cas de danger. Mari réalise que cette compétence est essentielle pour leur survie. Il repense aussi à l'enfant qu'ils avaient rencontré et soupçonne qu'il a été forcé de convoquer des monstres. Kazuhiro suppose que la clé du mystère réside dans le catalyseur magique que l'enfant tenait. Il exprime son désir d'aider cet enfant et propose d'élaborer un plan pour le libérer des bandits qui pourraient le retenir prisonnier. Avant d'agir, Mari se remémore une vieille légende affirmant que les races mi-bêtes sont particulièrement douées pour utiliser les pierres magiques. Elle n'a pas pu identifier clairement l'origine de l'enfant, mais il est possible qu'il en fasse partie. Kazuhiro complète sa réflexion, suggérant qu'il pourrait utiliser ses connaissances pour percer le mystère. La scène se termine dans leur chambre. Kazuhiro médite sur la façon dont ces soirées sont devenues plus agréables depuis l'arrivée de Mari. Il lit un livre emprunté à la bibliothèque tandis qu'elle s'endort paisiblement à ses côtés. Il songe que jusque-là, seul le monde des rêves l'avait réellement captivé. Même lorsqu'il vivait avec son grand-père, il ne prêtait pas grande attention au monde extérieur. Mais à présent, avec Mari à ses côtés, il sent que tout serait différent. La vue qu'il connaissait déjà prendrait un nouveau sens. Avant de s'endormir, il lui murmure doucement « On continuera l'histoire demain. Bonne nuit, Miss Elf. Maintenant, nous pouvons voir un peu du passé. » Le petit Furito, qui s'appelle Nuit, voit son grand-père lui montrer une pierre qui commence à briller. Celui-ci lui explique que, depuis des temps ancestraux, son espèce a le pouvoir de contrôler les pierres magiques. Parmi toutes celles qui existent, celle-ci est particulièrement spéciale. Nous revenons alors au présent, où le petit Nuit pleure, car il aimerait pouvoir être avec son grand-père. Pendant ce temps, le protagoniste veut commencer à mettre son plan à exécution, sauver l'enfant félin et expulser les bandits. Cependant, en cas d'échec, ils fuiront grâce au sort train du héros. Mari utilise une capacité de magie lumineuse qui lui permet de devenir invisible, et ils se promettent de se retrouver bientôt. Le protagoniste réfléchit à son plan, qui consiste à attirer les bandits vers eux pour pouvoir sauver Nuit. Si les bandits forcent le garçon à invoquer le monstre, Mari s'occupera de l'éloigner afin qu'il ne représente pas une menace pour Kazuhiro. Une fois que le héros trouve les bandits, il contacte l'elfe, qui lui annonce qu'elle a caché 10 lézards de feu dans le sable. Elle utilisera ces lézards pour attirer l'attention des bandits et les forcer à invoquer le monstre au plus vite. Dès que cela se produit, le protagoniste parvient à retrouver Nuit. Pendant ce temps, les lézards de feu jouent à une sorte de jeu de tap-taupe, surgissant constamment du sable pour attaquer les ennemis de différents angles et ainsi maintenir le monstre occupé. Le plus important est que Mari est en sécurité à un endroit sûr. Nuit ne comprend pas ce qui se passe et ne peut s'empêcher d'avoir peur. Il aimerait que quelqu'un vienne l'aider. Soudain, le protagoniste apparaît. Mais Nuit est terrifié, croyant qu'il est venu se venger. Avant de répondre, le héros vérifie que Nuit appartient bien à la race des félins et qu'il agit contre sa volonté. Kazuhiro le rassure immédiatement, lui demandant de ne pas avoir peur. Il lui assure qu'il ne lui fera aucun mal et qu'il souhaite simplement discuter. Nuit est surpris de voir que le héros parle la langue des mi-bêtes. Le protagoniste lui explique que c'est normal, car l'apprentissage des langues est l'une de ses passions. Nuit est choqué, mais Kazuhiro lui demande s'il est seul ou si d'autres ont été capturés avec lui. Nuit répond qu'il est le seul captif, car son espèce est très faible. Il explique qu'il vivait caché avec son grand-père pour éviter les dangers. Ce dernier lui disait toujours que si les humains les trouvaient, il leur ferait des choses terribles. Un jour, ces maudits humains sont apparus, et ce qu'il redoutait tant s'est produit. Kazuhiro est désolé pour lui. Il aimerait en parler davantage, mais ce n'est pas le moment. Il propose alors à Nuit de fuir avec lui immédiatement. Nuit ne comprend pas pourquoi le héros l'aide. Kazuhiro lui dit que ce n'est pas un problème et lui demande s'il ne lui fait pas confiance simplement parce qu'il est humain. Après un instant d'hésitation, Nuit accepte son aide et lui demande de l'emmener loin d'ici. Il déteste utiliser la pierre pour invoquer le monstre et attaquer les voyageurs. Kazuhiro accepte, mais à ce moment-là, il est attaqué par les bandits. Le chef des bandits semblait attendre son retour, pensant qu'il possédait une capacité de téléportation pour fuir avec l'elfe. Kazuhiro lui répond que ce n'est pas tout à fait ça, mais il le supplie de retirer les chaînes de l'enfant. Le bandit lui propose alors un marché, il le laisse partir avec Nuit, mais en échange, il veut sa bourse au trésor. Kazuhiro est surpris que l'homme sache pour sa bourse, ce qui signifie qu'il possède une capacité de détection. Mais il refuse de traiter avec des bandits. Il active alors sa compétence pour foncer à toute vitesse et couper la pierre qui retenait Nuit. Le chef des bandits prend cela très mal et décide de punir Kazuhiro de la pire manière possible pour qu'il regrette son acte. Le héros dit quelque chose à Nuit, puis, sans perdre de temps, il commence à donner une leçon à tous les bandits présents. L'un d'eux semble très résistant et l'affronte avec une armure en métal. Il a l'intention de jeter Kazuhiro dans le vide, mais, d'une manière ou d'une autre, ce dernier disparaît, laissant son adversaire tomber à sa place. Les bandits, ne sachant pas où est passé Kazuhiro, commencent à le chercher immédiatement. Pendant ce temps, le petit Nuit se cache et le protagoniste le félicite pour son excellent travail.
Nui ne comprend pas comment il a disparu ainsi. Kazuhiro lui explique qu'il a utilisé Phantom Illusion, une compétence qui lui permet de créer des copies illusoires de lui-même. Cela a du sens, car sa classe est littéralement épéiste illusoire. Nui n'a jamais entendu parler de cette classe. Kazuhiro explique qu'elle est considérée comme l'une des plus faibles, car elle est principalement spécialisée dans la fuite. Le petit Furito ne peut pas croire que Kazuhiro est faible. Mais le héros lui confirme que oui, car les monstres le battent régulièrement. Protéger les autres n'est pas son point fort. C'est pourquoi il lui demande encore une fois de bien se cacher pendant qu'il termine d'éliminer les ennemis. Le combat reprend et les bandits rencontrent de sérieux problèmes face à Kazuhiro. Ils essaient de l'attraper, mais n'y arrivent pas. Il gagne du temps et demande à Mari comment ça se passe de son côté. Elle lui annonce que le monstre a décidé de plonger à nouveau sous le sable, ce qui signifie que le plan fonctionne comme prévu. Kazuhiro annonce qu'ils devront bientôt se retrouver, mais il demande à Mari d'attendre un instant, car quelque chose l'inquiète encore. Il observe le chef des bandits, qui reste debout comme si de rien n'était. Derrière lui, 2 hommes le protègent. Kazuhiro ne comprend pas ce qu'il prépare, mais son intuition lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Soudain, il réalise que le bandit a repéré l'elfe caché. Il comprend alors qu'il utilisait une capacité de détection pour localiser Mari, ce qui explique son immobilité. Le chef donne l'ordre à ses hommes de capturer l'elfe, mais Kazuhiro intervient immédiatement pour l'empêcher. Furieux, le bandit attaque Kazuhiro avec une magie destructrice, ne se souciant même pas de blesser ses propres hommes. C'est à ce moment-là que notre héros comprend que cet homme n'est pas un simple bandit, mais un puissant mage prêt à tout pour parvenir à ses fins. Le mage affirme que, quoi qu'il arrive, il finira par attraper Kazuhiro, car il sait où il ira. Il devine que, fidèle à son bon cœur, il cherchera à protéger Nui. Kazuhiro active alors sa capacité pour fuir, et le mage comprend que son pouvoir a une limite de poids. S'il pouvait tout emporter avec lui, il aurait déjà sauvé Nui depuis longtemps. Le mage lui ordonne de lâcher son épée et de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Kazuhiro admet qu'il a raison, et laisse tomber son épée. Mais en faisant cela, il réduit son poids, attrape Nui et se téléporte aussi loin que possible. Ils finissent par tomber, mais heureusement, la présence du sable amortit leur chute. Alors qu'ils se préparent à fuir, le mage refuse de les laisser partir, à moins que le monstre ne réapparaisse pour les envoyer valser. Kazuhiro sait que cette fois, la menace est bien plus grande. S'il meurt, il se réveillera simplement au Japon. Mais Mari et Nui n'auront pas cette chance. C'est alors qu'un événement étrange se produit, le monstre n'attaque pas immédiatement. Au lieu de cela, il étend ses tentacules, comme s'il cherchait quelque chose. Nui pense qu'il pourrait être à la recherche de la pierre magique. Son grand-père lui avait expliqué que cette pierre était spéciale et qu'elle avait causé la destruction de leur village. En l'extrayant, une créature des profondeurs avait été réveillée, forçant leur peuple à fuir et à vivre cachés, à l'abri des humains et du monstre. Kazuhiro comprend alors que cette créature est en quête de la pierre depuis tout ce temps. Il dit à Nui qu'il lui laisse le choix et respectera sa décision. Le petit Furito s'excuse auprès du monstre de l'avoir invoqué à de nombreuses reprises. Il explique que ses ancêtres lui ont laissé cette pierre, mais qu'il est maintenant temps de la lui rendre. Le monstre attrape la pierre, pousse un cri strident, puis disparaît, ayant enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le héros n'en revient pas. Tout semble enfin terminé. Mais alors, il découvre un escalier menant à un labyrinthe souterrain. Mari arrive à ce moment-là et, ne comprenant pas tout ce qui s'est passé, regarde vers le bas. Elle est émerveillée, jamais elle n'aurait imaginé qu'un tel endroit existait sous ces ruines. En voyant Nui, elle ne peut s'empêcher de l'étreindre avec enthousiasme, car elle adore les chats. Plus tard, dans la nuit, des hommes arrivent sur place. L'un d'eux informe Kazuhiro qu'ils s'occuperont d'arrêter les derniers bandits. Kazuhiro lui demande si Nui sera bien pris en charge. L'homme lui répond qu'ils auront besoin de lui si d'autres pierres magiques sont extraites. Le soldat remercie Kazuhiro pour ces informations, car ils avaient du mal à croire que cette histoire était vraie. Il est encore difficile d'imaginer qu'un gigantesque labyrinthe souterrain se trouve ici. Il faudra beaucoup de temps pour l'explorer. Cette découverte sera-t-elle bénéfique pour la nation, ou causera-t-elle une catastrophe? Kazuhiro partage cette incertitude, mais il ne peut s'empêcher d'être excité par l'aventure qui l'attend. Kazuhiro annonce avec enthousiasme à Mari qu'il a obtenu une permission spéciale pour explorer le donjon. Cependant, Mari refuse et lui demande pourquoi il veut y aller. Kazuhiro est intrigué par son hésitation, et elle explique que même s'il a la permission, elle pourrait ne pas être autorisée à entrer. Elle mentionne aussi que le donjon est mystérieux et potentiellement dangereux. Kazuhiro répond alors avec désinvolture qu'il comptait y aller avec quelqu'un d'autre. Mari semble surprise et lui demande si cela signifie qu'il ne veut pas y aller avec elle. Kazuhiro rit et la rassure en lui disant qu'il plaisantait, bien sûr qu'il veut y aller avec elle. En entendant cela, Mari rougit légèrement, mais accepte de l'accompagner. Dans un sac, un cristal en forme de cœur brille le même que le dragon leur avait donné. Pendant ce temps, ailleurs, le dragon est choqué de découvrir que quelqu'un a ouvert la porte du donjon. Elle s'inquiète du fait que ceux qui entrent n'ont aucune idée du danger qu'ils encourent. Au même moment, ses œufs commencent à éclore. Elle soupire, souhaitant que Kazuhiro et Mari soient là pour voir ses enfants.
Elle espère aussi revoir Kazuhiro un jour et partager un repas avec lui. De retour au Japon, Kazuhiro et Mari prennent leur petit déjeuner. Comme toujours, Mari apprécie la nourriture, cette fois du pain fraîchement cuit et une omelette. Après le repas, Kazuhiro se prépare à aller travailler et rappelle à Mari qu'ils se rendront dans l'autre monde plus tard dans la nuit à son retour. Pendant ce temps, ils discutent de la manière dont Mari pourrait obtenir la permission d'entrer dans le donjon. Elle suggère de prouver leurs compétences à la guilde, et Kazuhiro approuve, sachant que ce ne sera pas facile. Mari insiste sur le fait qu'ils doivent élaborer un plan solide pour gagner la confiance de la guilde. Avant de partir, Kazuhiro lui dit au revoir. Mari, timidement, s'accroche à sa manche et lui souhaite bonne chance. Kazuhiro lui sourit et s'en va. Restée seule à la maison, Mari décide de faire le ménage pour que tout soit impeccable. Ensuite, elle s'installe pour étudier, mais le temps passe vite et bientôt, c'est l'heure du déjeuner. Elle se dirige vers la cuisine, se souvenant des instructions précises de Kazuhiro sur la température et le temps exact pour réchauffer son repas au four. Elle suit soigneusement ses indications, règle le minuteur et attend. Cependant, elle devient impatiente et vérifie sans cesse la cuisson, se demandant quand ce sera prêt. Finalement, le minuteur sonne et le repas est parfaitement cuit. Elle s'assoit devant la télévision, regarde des dessins animés et savoure son repas. Son goût est délicieux, et elle savoure chaque bouchée. Pendant ce temps, Kazuhiro est en train de déjeuner au travail lorsque Mari lui vient à l'esprit. À ce moment-là, il reçoit un message de Kaoruko lui demandant s'il a aimé le livre illustré. Elle mentionne que c'était aussi son préféré. Kazuhiro répond que Mari l'a adoré, et ils continuent à discuter. C'est alors que Kazuhiro réalise que Kaoruko a en réalité été la première amie de Mari au Japon après lui. Ils décident de se rencontrer, et Kaoruko semble enthousiaste. Plus tard, Kazuhiro et Mari arrivent dans un restaurant pour retrouver Kaoruko. Mari est fascinée par l'élégance du lieu. Lorsqu'elle prend une gorgée de son café, elle le trouve incroyablement amer. Kazuhiro rit et lui rappelle qu'elle a oublié d'ajouter du sucre. Il en met dans sa tasse, remue et lui demande d'essayer à nouveau. Cette fois, elle le trouve bien meilleur et remarque avec enthousiasme que la nourriture humaine est toujours délicieuse. Alors qu'ils discutent, Mari tire affectueusement la joue de Kazuhiro. Ils plaisantent jusqu'à ce que Kaoruko arrive enfin et les remercie d'avoir attendu. Elle se présente à nouveau et l'homme qui l'accompagne est son mari, Toru Ishijo. Kazuhiro et Toru échangent des salutations, tandis que Mari rougit soudainement. Kaoruko la taquine en disant qu'il n'y a pas de raison d'être si embarrassé. Toru mentionne ensuite que sa femme parle souvent de Kazuhiro. Kaoruko frappe légèrement Toru, ce qui surprend Mari. Elle se tourne vers Kazuhiro et lui demande pourquoi Kaoruko l'a frappé. Kazuhiro rit et lui dit que ce n'est rien de sérieux. Ils entrent tous dans le restaurant, qui est très chic, et Mari est émerveillée par la beauté de l'intérieur. Kazuhiro lui explique qu'il s'agit d'un restaurant français et suppose que c'est peut-être la première fois qu'elle goûtera à la cuisine française. Cependant, en regardant le menu, Kazuhiro réalise que les prix sont incroyablement élevés. Il se demande s'il pourra se permettre un tel repas, mais Toru lui rappelle qu'ils sont invités et l'encourage à en profiter sans se soucier du prix. Pendant ce temps, Mari regarde la table et remarque un nombre inhabituel de fourchettes et de cuillères. Curieuse, Mari demande pourquoi il y a autant de couverts. Kazuhiro lui explique qu'ils auront besoin d'ustensiles différents pour chaque plat. Il avoue qu'il n'est jamais allé dans un restaurant français auparavant et qu'il ne sait pas exactement comment tout fonctionne non plus. En voyant tous ces couverts sophistiqués, Mari s'enthousiasme. Peu après, les plats commencent à arriver les uns après les autres. Mari savoure chaque bouchée et découvre de nouvelles saveurs. Le groupe rit et discute en dégustant son repas. Puis, Kaoruko mentionne qu'un plat spécial est encore à venir. Intriguée, Mari demande de quoi il s'agit. Kazuhiro explique que c'est l'une des spécialités du restaurant. Lorsque le plat arrive enfin, Mari prend une bouchée et est totalement émerveillée. Le goût est unique et délicieux. Elle s'exclame avec enthousiasme que la cuisine française est incroyable. Kazuhiro rappelle alors que le dessert n'a pas encore été servi. Mari attrape son bras en le secouant joyeusement, disant qu'elle est déjà rassasiée et ne sait pas comment elle pourra encore manger. À cet instant, il réalise que les autres à table les regardent, ce qui les rend tous les deux un peu gênés. Le groupe sourit et les taquine en disant qu'ils sont adorables ensemble. Soudain, Toru pose une question qui prend Kazuhiro au dépourvu. Surpris, Kazuhiro nie rapidement quoi que ce soit. Plus tard, en buvant leur café, Kaoruko fait un compliment à Mari. Cependant, Mari ne comprend pas, car Kaoruko parle en japonais. Kazuhiro lui traduit, et elle remercie joyeusement Kaoruko, expliquant qu'elle apprend le japonais et commence à mieux comprendre. Kazuhiro ajoute que Mari a récemment commencé à regarder des films japonais pour améliorer ses compétences linguistiques. Changeant de sujet, Kazuhiro partage qu'il prévoit un voyage, car Mari veut explorer de nouveaux endroits. Toru suggère de visiter Shishibu et commence à parler des célèbres sources chaudes de la région, en montrant même des photos. Curieuse, Mari demande ce que sont les sources chaudes. Kazuhiro explique qu'il s'agit de bains naturels connus pour leurs propriétés relaxantes et lui demande si elle aimerait y aller. Sans hésiter, Mari accepte avec enthousiasme. Toru propose immédiatement de réserver les billets, et ainsi, le plan est scellé.
Alors que la soirée touche à sa fin, Kazuhiro exprime à quel point il a apprécié la journée, disant qu'elle était vraiment merveilleuse. Toru, qui n'avait pas ressenti une telle joie depuis longtemps, semble réellement apprécier la compagnie de Mari. Le groupe rit et passe un excellent moment, ce que Kazuhiro remarque discrètement. Plus tard, Kaoruko demande à Kazuhiro si elle peut inviter Mari à une soirée cinéma. Kazuhiro accepte, et Kaoruko propose de l'organiser lundi. Quand Kazuhiro annonce l'invitation à Mari, elle est ravie. Cependant, il commence à s'inquiéter pour sa sécurité. Il sait que le monde n'est pas toujours bienveillant, non pas qu'il soupçonne Kaoruko, mais les ennuis peuvent surgir de n'importe où. Mari le rassure en lui disant qu'elle ira bien. Toru promet également que lui et sa femme veilleront sur elle. Sur le chemin du retour, Mari admet qu'au début, elle se sentait mal à l'aise à l'idée de manger avec des inconnus, mais comme Kazuhiro était là, elle n'était pas du tout nerveuse. Elle le remercie en disant qu'il est vraiment une personne formidable. Kazuhiro lui sourit et la remercie aussi, appréciant ce moment. Il la remercie ensuite d'être venu au Japon et d'être entré dans sa vie. Tous deux rougissent, et pendant un instant, ils se tiennent même la main avant de rentrer chez eux. Kazuhiro partage alors une idée excitante, explorer de nouveaux endroits ensemble. Mari apprécie son attention, mais lui rappelle de ne pas trop s'inquiéter. Ils poursuivent leur conversation sur un ton léger, plaisantant et profitant de la compagnie de l'autre. Maintenant, on apprend que, selon le rapport du groupe d'exploration, le labyrinthe est très profond, ce qui rend son échelle exacte inconnue. De plus, il a été classé en double difficulté, et il semble qu'ils aient trouvé de nombreuses pierres magiques. Il est donc temps de célébrer, car la prospérité d'Arilaï semble assurée. Le protagoniste pense que les mots du gars ressemblent à de l'arnaque, vu le ton avec lequel il les a prononcés. L'elfe est surprise que personne ne parte après le discours, mais Kazuhiro lui dit que les gens veulent s'échanger un max d'infos d'abord, et suggère d'en faire de même. L'elfe pense qu'il allait parler aux gens, mais Kazuhiro préfère simplement espionner ce que les autres disent. L'elfe le réprimande, soulignant à quel point il est asocial, et lui rappelle qu'elle-même a pu parler avec des gens à Tokyo sans même comprendre totalement le japonais. Elle insiste pour qu'il fasse de même dans ce monde, mais cela crée une situation gênante où il ressemble à un couple en pleine dispute. Elle veut emmener Kazuhiro voir un vieil homme nommé Aja pour lui poser des questions. Dès qu'il les aperçoit, il comprend qu'ils sont ceux qui ont découvert le labyrinthe. Mari se présente, et le protagoniste fait de même. Mais Aja semble percevoir que Kazuhiro n'est pas complètement humain. Il le rassure cependant en lui disant de ne pas s'inquiéter et de ne pas prêter attention à ses divagations. Une fois assis, le vieil homme explique que les aventuriers de la guilde ne sont pas venus et que toutes les personnes présentes sont en réalité liées à la famille royale. Le protagoniste se demande si cela signifie que l'accès aux pierres magiques sera restreint aux personnes ayant des liens avec le gouvernement. Le vieil homme trouve le protagoniste intéressant et demande à Mari si elle a du mal à s'entendre avec lui. Elle répond que non, car il est en réalité intelligent, attentionné et qu'elle s'amuse beaucoup en sa compagnie. L'ancien éclate de rire en entendant cela, et le protagoniste rougit face aux paroles de Mari. En changeant de sujet, le vieil homme admet qu'il ne sait pas encore exactement ce que sont ces pierres magiques et pense que la nation a peut-être commencé à célébrer trop tôt. L'elfe mentionne avoir entendu dire que seule la race des félins est capable de raffiner ces pierres, ce qui soulève la question de pourquoi aucune autre race n'a réussi jusqu'à présent. Aja trouve cela mystérieux et soupçonne que quelqu'un a peut-être délibérément effacé toute trace de ce labyrinthe de l'histoire. Cependant, il espère que tout le monde s'amusera en l'explorant. Il demande ensuite à un certain Akam s'il n'a pas oublié de donner quelque chose aux deux jeunes. Puis, il leur annonce qu'ils ont la permission d'explorer le labyrinthe. Mais Kazuhiro répond qu'ils n'ont pas encore prévu de s'y aventurer, car c'est trop dangereux et Mari a besoin de l'autorisation de la guilde des mages. Akam est surpris par leur prudence et juge qu'ils ont raison de ne pas prendre de risques inutiles. Le vieil homme fait alors une remarque qui choque tout le monde, il mentionne que ces deux-là vivent ensemble. Tous les présents sont stupéfaits, car, selon eux, les elfes ne sont pas censés être aussi audacieuses. Mari et le protagoniste rougissent fortement et prennent immédiatement congé sous prétexte d'aller chercher leur autorisation. Une fois dehors, Kazuhiro propose d'aller à la guilde des mages, mais avant cela, il veut faire un détour, car Akam leur a demandé un service. Mari n'aime pas cette idée, car il faisait bien frais au château, et maintenant ils doivent marcher sous une chaleur accablante. Le protagoniste décide alors d'acheter des vêtements locaux pour Mari afin qu'elle souffre moins de la chaleur. Une fois que l'elfe a enfilé les vêtements, Kazuhiro reste bouche bée devant la beauté de l'elfe. Une fois sur place, il retrouve Akam, qui les conduit à une maison, où il trouve le petit Matou, Mui. Après un certain temps, le petit félin semble s'être bien rétabli et sa vie a littéralement changé. Kazuhiro est heureux de voir que Mui est bien traité, qu'on lui a donné un endroit où vivre et qu'on lui enseigne la langue locale, même s'il a encore du mal à l'apprendre. Le point principal, Akam veut que le protagoniste donne son avis sur une découverte faite par le groupe d'exploration. Mari demande au félin de la toucher pour voir ce qu'il se passe, et immédiatement, la pierre commence à briller et change même de couleur. C'est un catalyseur magique, en quelque sorte. Le protagoniste demande à Mui si cette pierre lui donne la même sensation que celle qu'il utilisait auparavant.
MUI répond que oui, bien que celle-ci soit légèrement plus faible. C'est l'information que Akam attendait, et il part immédiatement la communiquer. Mais avant de partir, il demande à Kazuhiro d'aider MUI à apprendre la langue, car il n'y arrive vraiment pas. Maintenant qu'ils sont seuls, le protagoniste décide de prendre son repas et partage volontiers avec MUI. Le petit félin est impressionné, car il n'a jamais vu ce genre de nourriture auparavant, et il trouve son goût littéralement venu d'un autre monde. Après avoir bien mangé, il est complètement rassasié, ce qui attendrit énormément l'elfe. Le protagoniste veut en profiter pour que MUI jette un coup d'œil à l'écaille et au sang de la dragonne. Il veut voir s'il peut les raffiner. Bien que MUI ne comprenne pas exactement ce que signifie ce terme, il les examine et avertit le protagoniste qu'ils sont incroyables, une force puissante circule en eux, et il est impossible de les raffiner de quelque manière que ce soit. Kazuhiro transmet cette information à Mari, mais MUI l'interrompt pour ajouter que ce n'est pas tout. Selon lui, des mots sont inscrits à l'intérieur, et il semblerait qu'ils envoient de l'énergie vers un endroit très éloigné. Mari remarque que la lumière émise devient de plus en plus faible et se demande si quelque chose est arrivé à la dragonne. Le protagoniste en doute fortement, car elle est extrêmement puissante. Mais soudainement, les pierres réagissent, ce qui laisse penser que la dragonne les écoute. Mari pense qu'il serait préférable de vérifier cela en personne. Pendant ce temps, au sein de la guilde des mages, on annonce que les ruines d'Uja ont été complètement scellées, ce qui marque le début officiel de l'exploration du labyrinthe. Un conseiller affirme qu'ils en discuteront davantage lorsque Mari sera de retour. Cependant, il refuse de l'envoyer dans un labyrinthe de rang double avec son niveau actuel. Il faut donc désigner une autre personne, et Sven se porte immédiatement volontaire. Mais cette femme lui fait comprendre qu'il n'est pas le candidat idéal, car sa participation compliquerait les relations avec Arilaï. Sven demande alors qui sera envoyé à sa place. Ludoli, c'est ainsi qu'elle s'appelle, propose d'envoyer Mari, celle qui a découvert le labyrinthe. Sven est surpris et lui demande si elle fait cela pour se débarrasser de son élève, mais Ludoli assure que non. Elle pense plutôt que Mari est sur le point d'éclore et de révéler tout son potentiel. Le conseiller estime que ce débat est une perte de temps et décide de poursuivre la discussion une fois que Mari sera de retour. Sven retrouve alors une naine, qui semble être son alliée ou servante, et lui annonce qu'il a été choisi comme remplaçant pour l'expédition. La naine est ravie, persuadée qu'ils trouveront des trésors inestimables dans le labyrinthe. Sven, lui aussi, compte bien mettre la main sur tout ce qu'il pourra. Cependant, il se demande comment Mari a pu découvrir un labyrinthe dans un autre pays et avoue que la présence de son compagnon l'agace profondément. De retour auprès de notre duo, ils arrivent à l'endroit où se trouve la dragonne. Le protagoniste interroge un lézard sur son état, mais celui-ci avoue qu'il ne la voit pas souvent et qu'il n'a donc pas grand-chose à dire. Cependant, il a remarqué qu'elle se comportait étrangement ces derniers temps et qu'elle poussait des hurlements inhabituels. Tous ont peur de la mettre en colère, car cela aurait de terribles conséquences. Alors qu'ils sont laissés seuls, le duo ressent une grande appréhension. Un bruit étrange se fait entendre, mais à leur surprise, il s'agit de la dragonne et de ses petits. Sans perdre de temps, la dragonne prend forme humaine et exige qu'on lui donne à manger immédiatement. Le problème, c'est que le protagoniste est venu à l'improviste et n'a rien à lui offrir. Elle ne peut retenir ses larmes, déçue, car elle espérait vraiment qu'il viendrait avec de la nourriture. Elle se plaint, expliquant qu'elle se donne beaucoup de mal pour nourrir ses petits, alors ce n'est pas trop demander que de lui apporter quelque chose à manger. Comme si cela ne suffisait pas, elle ajoute qu'elle est jalouse de voir le protagoniste et Mari toujours ensemble en couple, alors qu'elle est seule. Son compagnon est absent, et elle s'ennuie tellement qu'elle envisage sérieusement de détruire un village pour se divertir. Le pire dans tout ça, c'est que Mari, ne comprenant pas le langage draconique, ne saisit absolument rien de la conversation. Pour compenser, Kazuhiro lui propose d'aller aux sources thermales la semaine prochaine. La dragonne se montre intéressée, et il lui précise que ce sera au Japon, dans son monde. Lorsqu'il lui demande si elle veut venir, elle accepte immédiatement, affirmant qu'elle pourra utiliser l'un de ses noyaux pour l'accompagner, tandis qu'un autre restera sur place pour veiller sur ses petits. Mari, intriguée par les cris de la dragonne, demande au protagoniste ce qu'elle vient de dire. Lorsqu'il lui explique qu'elle les accompagnera aux sources thermales, elle est abasourdie. Il est évident qu'il est bien plus imprudent dans ce monde qu'il ne l'était avant. Elle lui interdit de prendre ce genre de décision seul. Le protagoniste accepte, mais il réalise qu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Mari réagit et rappelle qu'ils doivent se rendre rapidement à la guilde des mages. Plus tard, Mari rédige son rapport, et le protagoniste retourne dans son monde avec elle pour continuer à travailler. Après plusieurs jours, le week-end arrive enfin, marquant le moment de récupérer l'archidragonne. Cependant, il semble que les choses ne seront pas aussi simples que prévu. Sven se demande pourquoi ces deux-là seraient venus dans des ruines oubliées. La naine aux cornes n'en a aucune idée, mais elle a entendu dire que les habitants de la région considèrent ces ruines comme un véritable mystère. Évidemment, ils commencent à suivre le protagoniste et l'elfe, et ils sont surpris de les voir taper dans la main du lézard. Pour ne rien arranger, ils aperçoivent des statues gardiennes très dangereuses, mais restent stupéfaits en voyant que le protagoniste et l'elfe les traversent comme si de rien n'était.
La naine conseille de ne pas continuer, mais Sven décide d'utiliser son aptitude oracle pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Il y aperçoit de petits dragons, mais l'archidragonne les a repérés. Les statues passent alors à l'attaque. Heureusement, la naine parvient à utiliser une compétence pour fuir, et ils échappent de justesse au danger. Le protagoniste demande à la dragonne ce qui s'est passé, mais elle ne voit en eux que de simples insectes dérangeants. Ils ont décidé de dormir pour atteindre le monde de Kazuhiro. Maintenant, ils dorment pour arriver dans le monde du protagoniste. Sven est convaincu qu'il s'agissait d'un archidragonne, mais la grande question est, qui diable était cet homme? En d'autres termes, le protagoniste. Ce dernier vient justement de se réveiller et découvre la situation dans laquelle il se trouve. Une fois que tout est en ordre, la dragonne est surprise de voir un monde non gouverné par la magie. Le problème, c'est que ses vêtements sont trop serrés, et il est impensable de sortir avec. Marie souligne également qu'il faudra faire quelque chose pour ses cornes et sa queue, car elles attireraient trop l'attention. De manière surprenante, la dragonne explique que ces parties de son corps sont constituées de particules magiques, et elle les transforme en vêtements. Dans la voiture, la dragonne est excitée, car elle n'aurait jamais imaginé vivre une telle expérience. Marie comprend ce qu'elle ressent, même si, elle, avait crié la première fois qu'elle a voyagé en voiture. La dragonne leur demande d'arrêter de l'appeler Archidragonne et de l'appeler Ridra, un nom plus simple. Comme il reste un peu de route avant d'arriver à destination, le protagoniste demande à Marie de sortir la nourriture qu'il lui a confiée. Ce sont des boulettes de riz, dont Marie et Ridra tombent amoureux au premier coup de regard, et Kazuhiro leur dit qu'elles peuvent commencer à manger. On sait déjà qu'elle adore la nourriture de ce monde. Il lui explique que c'est très facile à préparer, il suffit d'écraser un peu de riz, d'y mettre certains ingrédients comme du thon et de la mayonnaise, et parfois de varier les garnitures. Ridra est conquise par le goût du thon à la mayonnaise, qu'elle trouve délicieux et doux. Marie partage le même avis et trouve ça incroyable. Ridra est tellement fascinée qu'elle décide de manger toutes les boulettes de riz toute seule. Après un bon moment, ils arrivent enfin à destination. Ridra est impressionnée par le changement de paysage entre la ville et cet endroit. Évidemment, elle veut goûter tout ce qu'il y a à manger ici, mais ils prennent du retard, car Marie doit bien cacher ses oreilles chaque fois qu'elle sort. Ridra lui demande si elle doit toujours porter ce bonnet. Marie répond que oui, même si parfois il fait chaud, elle n'a pas d'autre choix. Elle lui explique que dans ce monde, les elfes n'existent pas, donc elle ne peut pas attirer l'attention. Ridra s'approche d'elle, utilise une sorte de pouvoir magique, et transforme ses oreilles elfiques en tresses. La dragonne explique qu'en plus de cela, elle peut interchanger les deux formes d'un simple claquement de doigts, ce qui donnera à Marie un énorme avantage pour sortir en toute sécurité. Marie, émue, lui saute dans les bras et la remercie, car Ridra vient de résoudre son plus grand problème dans ce monde. Ridra leur dit qu'ils pourront continuer à la remercier plus tard, mais qu'elle ne trouve pas ça dérangeant de les aider, car elle les considère comme de charmants petits mortels adorables. En guise de remerciement, le protagoniste lui donne des pommes de terre au miso à déguster. Même Marie n'en avait jamais goûté avant, et elles adorent toutes les deux cette collation. Après un bon moment, ils arrivent enfin aux sources thermales, où on leur souhaite la bienvenue. Bien sûr, ils attirent rapidement l'attention. Les filles adorent cet endroit, qui semble très chaleureux. Le sol leur paraît un peu étrange, mais dans le bon sens. Le protagoniste demande à Marie d'ouvrir une porte, et à l'intérieur se trouve un bain avec des sources thermales. Kazuhiro avait pensé à un bain privé pour éviter tout problème lié aux oreilles de Marie. Mais bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que Ridra règle ce problème aussi facilement. Maintenant que cette question est résolue, ils peuvent aller profiter du grand bain comme il se doit. Une fois dans la salle de bain, les deux filles sont émerveillées par ce système incroyable. Ridra veut immédiatement plonger dedans, mais Marie lui rappelle que, selon les règles, il faut se rincer d'abord. Après s'être lavée, elle profite pleinement des eaux thermales. Pendant ce moment de détente, Ridra demande à l'elfe si elle pourra vraiment explorer ce mystérieux labyrinthe récemment découvert. Marie dit qu'elle ne sait pas, car elle n'a aucune idée de ce que pensent les chefs, et en plus, le chef de la guilde n'est même pas là puisqu'il est occupé par une mission. Marie demande immédiatement à Ridra comment elle sait pour le labyrinthe. L'elfe se rappelle des scènes avec le petit chat et les objets que Ridra leur a donnés au début, et elle comprend maintenant que grâce à cela, la dragonne les écoutait depuis le début. Ridra le confirme et explique que, d'après ce qu'elle sait, le protagoniste est le seul à voyager entre le monde réel et leur monde, c'est-à-dire le monde des rêves. Cela l'inquiétait beaucoup, car elle avait peur que Kazuhiro tombe sur des vauriens et qu'il l'utilise pour quelque chose de malveillant. Elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à voir qu'il passait toute la journée enlacé avec une elfe, ce qui fait immédiatement rougir Marie. Elle lui dit alors qu'elle ne l'emmènera plus jamais aux sources chaudes. Ridra ne veut pas de cela, alors elle jure qu'elle s'est contentée de les écouter et qu'elle n'a rien vu du tout. Elle précise que même s'ils s'étaient embrassés, elle ne l'aurait pas su. Marie, toujours très gênée, répond qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça. En voyant sa réaction, Ridra comprend que Marie est encore une jeune fille innocente et que Kazuhiro est un véritable lâche. Elle pense qu'il vaut mieux aller discuter dans un endroit plus privé, alors elles entrent dans un sauna. Mais en voyant deux vieilles dames entourées de vapeur et de chaleur,
elle décide de partir. Elle pensait que c'était un lieu de repos, mais une fois qu'il redevient vide, elle décide d'entrer pour découvrir cette expérience étrange. Très vite, elles ont l'impression d'être en train de cuire, mais ce n'est pas si désagréable que ça. Marie en profite pour demander à Rydra ce qu'elle voulait dire tout à l'heure, car elle ne se sent pas très bien après cette conversation. La dragonne lui explique que son corps est similaire à celui des esprits, tout comme celui de Marie, puisque les elfes ressemblent aux fées. En d'autres termes, elles sont très différentes des humains. Elle pense que Marie veut mieux connaître le protagoniste et que, petit à petit, cela change son corps et sa façon de penser. Marie ne s'était jamais rendu compte qu'elle changeait. Rydra lui dit qu'elle n'a pas besoin de se précipiter, car tôt ou tard, le jour viendra où ils formeront un couple. Mais Marie n'en est pas si sûre, car elle pense que le protagoniste ne la trouve pas attirante. Rydra en doute fortement, mais Marie insiste sur le fait qu'il évite tout contact physique avec elle et qu'il n'a jamais montré le moindre intérêt romantique. Elle apprécie qu'il soit attentionné, mais elle a l'impression qu'il la traite comme une enfant. Rydra lui explique alors que c'est exactement le problème, il se soucie tellement d'elle qu'il en devient un lâche. Marie ne comprend pas très bien, alors Rydra résume en lui disant qu'elle a ses chances avec lui. L'elfe est surprise d'entendre ça, et Rydra lui propose un moyen simple de vérifier si elle a raison. Curieuse, Marie demande comment faire. Peu après, on la voit rejoindre Kazuhiro. Elle le salue et lui explique que Rydra a voulu rester seul un moment. Le protagoniste lui dit qu'il y a un bain de pieds plus loin et qu'il aimerait y aller un moment. Mais il remarque que son visage est très rouge et lui demande si elle va bien. Marie pense que c'est simplement à cause du bain de vapeur. Une fois leurs pieds plongés dans l'eau chaude, Marie trouve le concept des bains thermaux très intéressant. Elle profite du moment pour remercier Kazuhiro. Il lui demande pourquoi, et elle lui explique qu'elle était très embarrassée tout à l'heure, mais en voyant son visage à moitié endormi, elle s'est tout de suite sentie détendue. Le protagoniste ne comprend pas trop ce qu'elle essaie de dire, mais Marie veut qu'il ressente aussi un peu de gêne. Alors, elle lui donne un baiser sur le front. On apprend alors que Rydra lui avait conseillé de simplement l'embrasser n'importe où, et que ça suffirait à le faire rougir. Et effectivement, elle avait raison. Quand elles reviennent, la dragonne est très en colère parce qu'elles ont mis trop de temps. Elle est affamée et commence à faire un caprice, alors Kazuhiro commande immédiatement beaucoup de nourriture pour calmer l'ambiance. Seul, en profitant du lieu, le protagoniste n'arrive pas à croire que son elfe lui a donné un baiser sur le front. Le protagoniste vient de bien s'occuper de Marie, maintenant qu'elle est dans la voiture, mais Rydra trouve ce comportement curieux. En général, elle a observé que c'est la femme humaine qui prend soin de l'homme humain. Elle le félicite donc pour être un peu différent. Le protagoniste trouve qu'elle exagère un peu. Puis, sans trop savoir comment on en est arrivé là, Rydra lui reproche de ne pas l'avoir invité au labyrinthe. Le protagoniste est complètement perdu, il ne voit pas le rapport avec le sujet précédent. De plus, il lui rappelle qu'elle est une archidragonne, donc l'idée de l'inviter ne leur est même pas venue à l'esprit. Cela semble cependant la blesser sentimentalement au point qu'elle se met à pleurer. Plus tard dans la nuit, ils font une halte, et la dragonne semble plus calme. Il lui demande comment elle s'occupe de ses petits dans le nid, et elle lui explique que c'est son corps principal qui s'en charge. Le protagoniste se demande alors ce qui se passerait si elle venait à être blessée dans le labyrinthe. En tant que mère, ce serait une catastrophe. Rydra lui demande d'arrêter de se faire autant de soucis et de simplement se concentrer sur la préparation des repas, tandis qu'elle sera le bouclier du groupe. En d'autres termes, elle veut absolument aller dans le labyrinthe, et ils doivent la laisser y aller. Le protagoniste est impressionné, car il a l'impression que beaucoup de ses problèmes viennent d'être résolus d'un coup. Il l'invitait officiellement, et elle accepte de les accompagner dans leurs futures aventures. Mais en y réfléchissant, Kazuhiro devrait prendre cette décision avec l'elfe, et non seul. Il attendra donc son réveil pour lui en parler. La dragonne, en revanche, n'en revient pas et se met en colère. Dans l'autre monde, le trio est de nouveau réuni, mais Rydra leur demande de l'emmener immédiatement au guilde des mages. Même si Rydra trouve cela agaçant, elle accepte pour pouvoir s'y rendre le plus vite possible. En chemin, il tombe sur Sven en personne. Marie lui demande ce qu'il fait là. Le protagoniste, curieux, lui demande qui il est, et Marie lui explique qu'il est l'un des mages les plus puissants. Il vaudrait mieux se méfier, car il traîne une réputation inquiétante. Sven demande aussitôt au protagoniste s'il est bien celui qui a découvert le labyrinthe avec Marie. Le protagoniste confirme et se présente comme Kazuhiro. Sven lui assure qu'il ne doit pas s'inquiéter, il veut simplement lui poser quelques questions. D'abord, il lui demande où il disparaît parfois. Par exemple, la veille, il l'a vu entrer dans des ruines abandonnées, mais en le suivant, sa présence avait complètement disparu. Un humain normal ne peut pas effacer son énergie aussi facilement. De plus, qu'est-ce que c'est que cette chose terrifiante qui se cache dans les profondeurs des ruines? Il sait qu'ils l'ont affronté, alors il veut comprendre comment ils ont survécu. Le protagoniste lui demande d'abord ce qu'il compte faire une fois qu'il aura sa réponse. Sven, très confiant, lui dit que ça lui est égal, car de toute façon,
Il compte le tuer pour vérifier s'il est un monstre, puis entrer dans les ruines pour exterminer tout ce qu'il y trouve et profiter des trésors cachés. L'enquêtrice naine, qui s'avère être une dompteuse de spectres, immobilise Marie et Rydra sur ordre de Sven. Il est évident que ce type ne plaisante pas. La dragonne prête alors une arme au protagoniste, puisqu'il n'en a pas. Elle lui précise qu'il s'agit d'une arme indestructible dotée d'excellentes propriétés. Marie met en garde le protagoniste contre Sven, mais ce dernier l'attaque pour la faire taire. Cela agace profondément Rydra, d'autant plus que Marie n'a même pas tenté de riposter. L'enquêtrice naine devient également hostile, affirmant qu'elle ne laissera personne parler mal de son maître. Le combat entre Sven et Kazuhiro commence, et il promet d'être difficile. Pendant ce temps, dans la guilde, les mages débattent pour savoir si Sven est digne d'être le représentant envoyé pour explorer le labyrinthe. Ludoli leur signale que, par coïncidence, quelque chose est en train de se produire, et qu'ils devraient en juger par eux-mêmes. Les mages n'en croient pas leurs yeux en voyant Sven affronter un simple jeune homme. S'il continue ainsi, ils risquent de le tuer. Pendant ce temps, le protagoniste estime qu'il a déjà rassemblé assez d'informations. Grâce à sa compétence franc-jeu, il peut enregistrer les attaques de l'ennemi pour mieux les esquiver et contre-attaquer. Sven, exaspéré, peste contre le fait que Kazuhiro ne cesse d'esquiver ses attaques. Mais le protagoniste refuse de se laisser intimider et compte bien prouver qu'il n'est pas aussi faible qu'il en a l'air. De son côté, Marie explique à l'enquêtrice que les combats entre membres de la guilde sont strictement interdits. Cette dernière affirme être au courant et ne l'a donc pas touché, mais elle promet en revanche de lui broyer l'esprit jusqu'à la laisser agonisante. Marie l'ignore complètement et demande à Rydra pourquoi elle ne porte ni bouclier ni arme. La dragonne répond qu'elle n'en a pas besoin, mais l'elfe insiste, si elle veut servir de bouclier à l'équipe, il lui en faut un vrai. Marie demande alors l'avis de la naine, qui hésite. L'usage d'un bouclier dépend du style de combat de chacun. Mais en y repensant, elle se demande pourquoi elle répond, puisqu'il est évident qu'on l'ignore complètement. Elle se pose alors une autre question, qui est cette femme à l'aura si imposante? À ce moment-là, la naine active sa magie spectrale et invoque des ombres de vouivre. Marie n'arrive pas à y croire. Cette magie est censée être interdite. La petite ordonne alors à ses créatures de dévorer ces deux-là. Mais Rydra ne comprend pas pourquoi tant d'agitation. Il libère une petite partie de son pouvoir, et la femme ne comprend pas ce qui se passe, elle sent qu'une chose immense est en train d'émerger du sol. L'instant d'après, un dragon avale ses ombres comme si de rien n'était. La femme est pétrifiée de peur en découvrant la véritable identité et la puissance de Rydra. Mais Marie lui demande de ne pas être trop dur avec elle, car ce n'est qu'une enfant. Pendant ce temps, le protagoniste affronte Sven, mais il remarque que les bras de ce dernier sont devenus plus rigides. Sven ne compte pas rester en retrait, alors il contre-attaque. Mais le protagoniste réalise que Sven possède quelque chose qui lui permet d'esquiver ses attaques avec une facilité déconcertante. Il est fort probable qu'il puisse voir l'avenir, ce qui serait un énorme problème. Toutefois, il n'a pas le temps d'y réfléchir et décide de continuer à attaquer. Malheureusement, Sven devient de plus en plus furieux et, cette fois, il parvient à blesser le protagoniste. Il semble avoir compris les limites de sa capacité de téléportation, car il regarde toujours l'endroit où il va se déplacer et sait que ses pieds jouent un rôle dans son pouvoir. Sven attaque donc en tenant compte de ces informations et, au bout d'un moment, il envoie le protagoniste voler dans l'eau. Pendant ce temps, les filles lui demandent s'il va bien, car il met trop de temps à finir son combat. Rydra trouve ridicule que Kazuhiro se batte de manière aussi propre et décide qu'un jour, elle l'entraînera. Marie propose son aide au protagoniste, mais il lui répond que ce n'est pas nécessaire. La dragonne râle parce qu'il a plongé son épée dans l'eau, mais elle lui fait tout de même savoir qu'elle lui appartient désormais. Cependant, il doit impérativement gagner ce combat. Sven, en voyant Rydra, comprend qu'il s'agit du même monstre que celui des ruines. Le protagoniste est surpris par le regard de Sven, qui lui explique que son pouvoir, oracle, est incroyable. Il lui a fallu énormément de temps pour le maîtriser, car il s'agit du véritable oracle divin de l'élu. Kazuhiro lui demande s'il compte vraiment utiliser une capacité aussi rare et spéciale pour s'approprier les richesses du labyrinthe. Mais Sven lui répond qu'il n'est pas en position de poser une telle question, puisqu'il collabore avec un archidragone. Le protagoniste précise que tout le monde ne cherche pas le pouvoir pour s'enrichir, mais Sven ne le croit pas une seule seconde et décide donc de l'éliminer immédiatement. Le protagoniste refuse de le laisser faire et active plusieurs de ses capacités pour tenter de le déstabiliser. Il esquive plusieurs attaques, lâche son épée et lui assène un violent coup au visage. Kazuhiro sait que l'oracle de Sven améliore la précision de ses attaques, mais réduit sa variété de mouvements. Grâce à sa capacité franc-jeu, il a réussi à analyser Sven et à anticiper tous ses gestes. Il est évident que personne n'aimait Sven. Le protagoniste ne s'attendait pas à voir leur chef arborer une apparence si particulière. Celui-ci souhaite entendre Marie parler des compagnons qu'elle a choisis. Elle lui explique qu'ils sont tous les deux forts et très intelligents, et qu'ils leur ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Elle est donc persuadée qu'ensemble,
ils pourront relever le défi d'explorer le labyrinthe. Le chef lui demande si elle est sûre qu'ils ne la trahiront pas, mais l'elfe répond que cela ne peut jamais être garanti. Malgré tout, elle leur fait confiance. Sur ce, le chef lui annonce qu'elle a l'autorisation d'aller dans le labyrinthe. Marie est surprise, car elle pensait que cette décision prendrait plusieurs jours de débat. Mais le chef lui répond que tout a déjà été discuté. Ludoli fait alors son apparition. Marie ne peut cacher son excitation en voyant sa maîtresse. Le protagoniste, lui aussi, est surpris d'apprendre que Marie a une maître, mais il est encore plus choqué en découvrant que le maître de la guilde et Ridra se connaissaient déjà. En réalité, ils étaient autrefois alliés et combattaient côte à côte, semant souvent le chaos. Selon eux, c'étaient de bons souvenirs. À présent, le maître de la guilde doit s'occuper de Sven et de son apprenti. Mais il demande aussi à la dragonne de bien veiller sur Marie et le protagoniste. Après quelque temps, le groupe retourne à Arilaï, où il retrouve le petit chat. Mais en voyant Ridra, celui-ci prend la fuite comme un véritable chat effrayé, car il sent l'odeur d'un dragon. Le protagoniste tente de le rassurer, et Ridra elle-même lui montre une pierre imprégnée du sang d'un dragon, lui donnant même la permission de la traiter. Nui explique qu'elle ne peut que la raffiner légèrement, mais la dragonne lui indique qu'elle doit simplement guider la pierre pour lui donner la forme désirée. Elle est convaincue qu'elle en est capable. Finalement, après un moment, la pierre se transforme en un bâton, et Ridra y grave le nom de Marie, car il lui appartient désormais. Désormais, ils peuvent enfin commencer l'exploration du labyrinthe. Maintenant, Kazuhiro et les filles sont déjà à l'oasis. Ils sont prêts à se rendre sur un marché pour se préparer et entrer dans le labyrinthe. Cependant, Ridra leur annonce qu'elle restera sur place afin qu'ils puissent profiter d'un moment en tête-à-tête. Sur le marché, deux hommes discutent du fait qu'ils ont perdu contact avec l'avant-garde des éclaireurs et que le labyrinthe semble plus complexe que prévu. Malgré tout, cette situation pourrait leur être bénéfique. À ce moment, le protagoniste arrive près d'eux et leur demande s'ils vendent des tentes ou du thé. Ils lui répondent qu'ils sont là sous contrat avec le gouvernement et non pour vendre des babioles à des gamins. Marie intervient pour préciser qu'il représente la guilde des mages et qu'il devrait faire preuve de plus de respect. Le protagoniste cherche simplement une tente pour 3 personnes, mais les marchands expliquent que la demande est actuellement très élevée. Ainsi, la seule disponible coûte une pièce d'or. C'est alors qu'un homme intervient pour leur ordonner de se taire, jugeant absurde qu'ils escroquent aussi ouvertement des invités. Cet homme est Zéla, de la maison des Touzans. D'une manière ou d'une autre, il sait qu'ils doivent posséder des tentes plus petites, puisque les grandes sont réservées aux groupes plus nombreux. Il rappelle également aux marchands qu'ils devraient remercier ces jeunes et leur accorder une réduction, car sans eux, ils ne seraient même pas en train de vendre ici. Un peu plus tard, grâce à Zéla, les garçons obtiennent leur tente et s'installent. Il assure au protagoniste que ce n'est pas un problème, car découvrir un labyrinthe dans une zone désertique est pratiquement une bénédiction. Il les remercie pour cela. Une rousse nommée Doula, amie de Zéla et capitaine de l'équipe d'Andalousie, fait son apparition. Elle aussi est reconnaissante envers le protagoniste et lui offre un thé très spécial en guise de remerciement. Le soir venu, Marie remarque que toutes les fournitures prêtées par Zéla pour camper sont luxueuses. Pour Kazuhiro, qui est habitué à dormir à la belle étoile, c'est effectivement un luxe. Il se rappelle alors que l'elfe voulait savoir où était Ridra. Le protagoniste l'informe qu'elle ne retournera pas au Japon ce soir, car elle préfère rester pour observer les autres équipes. De retour au Japon, ils vont prendre leur petit déjeuner. Tandis que Kazuhiro prépare des toasts, il demande à Marie d'aller chercher le thé sous son oreiller. Il s'avère qu'il a testé s'il était possible d'emporter de la nourriture et quelques objets de l'autre monde, et cela a fonctionné. Une fois le petit déjeuner prêt, Marie ressent une certaine nostalgie et ne comprend pas pourquoi. Le protagoniste partage ce sentiment et suppose que c'est peut-être parce qu'il n'avait pas passé de moments seul depuis un certain temps. Ces paroles font rougir Marie. Voyant que Kazuhiro est lui aussi gêné, il décide de se lever pour se préparer un autre toast. Pendant qu'il lave la vaisselle, le protagoniste trouve l'atmosphère étrangement silencieuse, tout comme Marie, qui se surprend à penser que c'est peut-être une occasion pour lui d'agir maintenant qu'ils sont seuls. À sa grande surprise, il lui annonce qu'il a justement une journée libre aujourd'hui et aimerait cuisiner avec elle. Pour cela, ils doivent d'abord aller au supermarché acheter des ingrédients. Après leur course, Marie s'arrête pour caresser un chat errant, comme à son habitude. Kazuhiro, en guise de remerciement pour l'avoir accompagné, lui achète une glace. Marie est enchantée par le goût et la texture, et elle aimerait que Ridra puisse aussi l'essayer. L'elfe avoue qu'elle ne peut s'empêcher de penser à elle et se demande pourquoi elle a refusé de venir. Le protagoniste suppose qu'elle voulait peut-être simplement leur laisser un peu d'espace. Marie repense alors aux paroles de Ridra et commence à envisager cette possibilité. En cuisine, il commence par découper les légumes. Le protagoniste donne quelques conseils à Marie pour éviter les blessures, mais elle se met sur la défensive. Elle n'aime pas qu'il soit trop protecteur et lui rappelle qu'elle a vécu bien plus longtemps que lui, donc il devrait être plus respectueux. Cependant, elle ne s'attendait pas à se mettre à pleurer à cause des oignons. L'important, c'est que le repas est finalement prêt. Pendant ce temps, dans l'autre monde, sous un ciel nocturne, Ridra observe l'horizon. Soudain,
le protagoniste apparaît pour la saluer. Surprise, la dragonne lui demande pourquoi il est là, alors qu'il devrait être en train de s'amuser au Japon. Kazuhiro lui explique qu'il est en réalité venu l'inviter à dîner, car une elfe-chef a préparé un repas exceptionnel, et ils aimeraient la voir à leur côté. Ridra ne peut pas refuser une telle invitation, mais elle veut savoir si la nourriture est bonne. Kazuhiro l'assure que oui. De retour au Japon, Ridra déguste son repas et ne peut s'empêcher de s'exclamer à quel point c'est délicieux. Marie est surprise de la réussite du plat, car c'est la première fois qu'elle cuisine un curry japonais. La dragonne, impressionnée par les talents culinaires de l'elfe, découvre ensuite que c'est en fait le protagoniste qui a préparé la majorité du plat. Kazuhiro rappelle à tout le monde qu'ils exploreront le labyrinthe demain, donc ils doivent bien manger pour avoir des forces. Ridra, trop enthousiaste, finit par manger comme si elle devait survivre 3 jours sans nourriture. Elle s'excuse ensuite auprès du protagoniste d'avoir tout englouti, mais il lui répond que ce n'est pas grave. Pour lui, c'est même un honneur qu'une archidragonne apprécie autant son repas. En retour, Ridra leur promet de leur servir de bouclier dans le labyrinthe. Cependant, elle rappelle au protagoniste qu'en tant qu'ancien employé de bureau, il ne devrait pas trop l'inviter pour qu'elle puisse profiter de ses jours de repos. Kazuhiro lui explique alors qu'à partir de maintenant, il aura plus de jours de congé grâce aux vacances. Ridra ne comprend pas bien ce concept, alors Marie lui explique qu'on utilise les vacances pour se détendre, voyager et s'amuser. Comme, par exemple, prendre le train à grande vitesse. Ridra est excitée en découvrant cela, et le protagoniste lui révèle qu'il a des billets pour voyager en train à grande vitesse. Il n'en a que 2, un pour lui et un pour Marie, car ils avaient prévu de partir chez ses grands-parents avant que Ridra ne commence à venir au Japon. La pauvre dragonne réalise alors qu'elle ne pourra pas monter dans ce train, ce qui la rend très triste. Marie demande à Kazuhiro s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour arranger cela, mais il admet que, cette fois, ce n'est pas possible, car ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent récemment. Ils promettent que la prochaine fois, ils l'emmèneront. Mais Ridra veut savoir quand aura lieu cette prochaine occasion. Ils ne peuvent pas lui donner de réponse précise, mais en échange, ils lui promettent de ne pas oublier et de le faire le plus tôt possible. Dans l'autre monde, avant d'aller dans le labyrinthe, ils passent saluer Monsieur Akam. De plus, ils veulent lui annoncer qu'ils ont trouvé un autre compagnon pour l'exploration, et il s'agit de Ridra. Akam est enchanté par elle, mais le vieux Aja lui donne une correction pour qu'il arrête de baver comme un idiot. Il est heureux que les garçons soient venus, car selon lui, il faut profiter de la jeunesse pour faire des folies. D'ailleurs, il veut profiter de la présence des découvreurs du labyrinthe pour leur montrer quelque chose. De nulle part, il active une compétence très rare, et Marie demande s'il s'agit d'une carte du labyrinthe. Le vieil homme confirme que oui, grâce à l'équipe d'avant-garde, mais qu'elle n'est pas encore complète. En fait, il demande à Akam de leur remettre l'une des cartes incrustées dans un objet magique, qui contient même un communicateur en cas de besoin. Kazuhiro le remercie, car cela leur sera d'une grande aide. Akam leur explique que, dans ces terres, chaque groupe peut choisir son propre nom. Ainsi, le protagoniste doit en choisir un pour le sien. Il ne s'attendait pas à ça. Marie l'encourage à choisir un bon nom, et Akam mentionne que les autres groupes utilisent des noms de pierres précieuses. En tenant compte de cela, le protagoniste décide de nommer son groupe Améthyste. Akam trouve cela bien et leur demande d'être très prudent en entrant dans le labyrinthe. Un peu plus tard, les garçons apprennent qu'il y a une immense file d'attente pour entrer dans le labyrinthe, donc ils devront patienter. Pendant ce temps, Akam entend dire que plusieurs groupes n'ont rien vu à l'intérieur, mais certains se plaignent aussi de voir un groupe de jeunes totalement mal équipés, car cela pourrait mal tourner pour eux. Le vieux Akam n'est pas surpris. C'est normal de penser ainsi, mais il est certain que le protagoniste et son groupe découvriront des choses que les autres ne peuvent pas voir. Finalement, le groupe est autorisé à entrer et ils sont ravis, car ils espèrent passer un bon moment. Le problème, c'est qu'en descendant, ils remarquent une obscurité totale. Heureusement, Marie semble avoir une solution, elle annonce que le bâton que Ridra lui a donné lui a conféré une nouvelle compétence. L'elfe a choisi une capacité, qui lui permet désormais de conclure des pactes avec des esprits de niveau supérieur. Le protagoniste est évidemment surpris, et Marie avoue qu'elle est maintenant motivée à monter en niveau pour exploiter pleinement cette nouvelle capacité. En continuant, il tombe sur une immense fresque remplie de représentations et d'écritures anciennes. L'elfe pense que s'il la parcourt et la lise petit à petit, ils comprendront son sens. Après l'avoir analysé un moment, Marie en déduit qu'elle parle de l'ère des démons. Kazuhiro lui demande plus de contexte, alors Marie explique qu'il s'agit de l'époque précédant l'ère actuelle. Autrefois, cette ère appartenait spécifiquement aux démons. Il y a très longtemps, seule la nuit existait, c'est pourquoi elle est aussi appelée l'ère de la nuit. Tous les êtres vivants étaient faibles et pâles jusqu'à l'apparition des démons. Cependant, elle pense que Ridra en sait sûrement plus à ce sujet. Mais la dragonne leur rappelle que le plaisir d'un mystère réside dans sa résolution, alors elle ne leur dira rien pour qu'ils puissent vivre l'aventure pleinement. Les garçons reconnaissent qu'elle a raison et poursuivent leur route. Le problème, c'est que Marie espérait croiser des monstres pour faire monter en niveau son arme, mais il n'y a rien. Le protagoniste ressent la même chose, mais pour lui,
c'est différent, la dragonne va l'affronter pour éviter que son épée reste inutilisée. En d'autres termes, elle va désormais s'occuper de son entraînement pour qu'il améliore ses compétences à l'épée. Kazuhiro n'est pas d'accord avec cette idée, car il pense que Ridra prend ça trop au sérieux. Mais elle ne le nie pas. En réalité, c'est sa vengeance pour ne pas l'avoir emmené dans le train des vacances. Quand ces deux-là se réveillent, Kazuhiro est très effrayé en voyant un chat sur son lit. Mais après un moment, il se rappelle avec Mari qu'il s'agit d'un familier de Ridra, ou quelque chose de similaire à Ridra, mais sous forme de chat. Tout ce que ce dernier mange, voit et entend, la dragonne le fera aussi. Ainsi, ils pourront désormais profiter de leur voyage à trois sans aucun inconvénient. Déjà à la gare, l'elfe est émerveillé par la foule bien plus nombreuse que ce qu'elle imaginait. Le protagoniste, sans perdre de temps, lui prend la main pour éviter qu'elle ne se perde, car la gare est si grande qu'elle ressemble à un labyrinthe. Une fois montée dans le train, elle n'en revient pas de sa magnificence. Il est encore plus impressionnant en vrai. De plus, elle ignorait qu'il allait aussi vite, car le paysage change à chaque seconde. Un peu plus tard, ils commencent à manger ce qu'ils ont emporté, attirant l'attention des autres passagers. Mari trouve que le plat choisi par le protagoniste semble bien meilleur et veut qu'il le partage avec le familier de Ridra. Ce à quoi Kazuhiro ne s'attendait pas, c'était de devoir lui donner la nourriture directement à la bouche. Le pauvre garçon ne peut pas résister à tant de tendresse. Un peu plus tard, Mari s'endort. Le protagoniste en profite alors pour réfléchir à son passé. Il réalise qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis qu'il a quitté la maison de son grand-père. Il se souvient à peine de son ancien quartier et a même du mal à se remémorer le visage de sa propre mère. Il pense que c'est parce qu'il était trop absorbé par son monde de rêve lorsqu'il était enfant. Une fois arrivé, Mari ressent un froid bien plus intense qu'à Tokyo, mais le protagoniste la presse, car ils doivent encore prendre un bus pour rejoindre leur destination. En chemin, elle est émerveillée par l'atmosphère paisible, en contraste avec la ville, et par les magnifiques champs qui s'étendent à perte de vue. Mais ce n'est pas tout. Le protagoniste lui demande de regarder après la courbe, une montagne enneigée et des prairies couvertes de fleurs éclatantes apparaissent sous leurs yeux. Mari tombe amoureuse de ce paysage, tandis que Kazuhiro est envahi par la nostalgie. Il se souvient que la première fois qu'il a vu cette scène, il était dans la voiture de son grand-père. Une fois descendus du bus, ils doivent maintenant marcher. En chemin, Mari et le chat restent stupéfaits en voyant une vache. Pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, c'est un animal impressionnant. Mais Mari se rassure vite en reconnaissant qu'il s'agit du même animal que sur les cartons de lait. En poursuivant leur route, le protagoniste lui montre une grande et ancienne maison, expliquant que c'est là où il a grandi. C'est ainsi qu'ils arrivent enfin chez son grand-père, et après tant d'années, ils se retrouvent enfin. L'aïeul leur souhaite la bienvenue et les invite à s'asseoir pendant qu'il leur prépare du thé. Mari se présente, et il est surpris de l'entendre parler japonais si bien, étant donné qu'il est évident qu'elle vient d'ailleurs. Le grand-père mentionne que la grand-mère n'aurait jamais cru que Kazuhiro ramènerait une fille aussi belle à la maison. Il ajoute que ses cheveux blancs lui donnent l'air d'une fée sortie d'un rêve, ce qui est vrai, rendant la situation un peu gênante pour eux deux. Le grand-père commence à raconter que, depuis tout petit, son petit-fils dormait énormément. Il se demandait souvent si, dans ses rêves, il partait jouer quelque part ou vivait quelque chose d'extraordinaire. Plus tard, Mari demande au protagoniste si son grand-père est au courant de ses rêves de l'autre monde, mais Kazuhiro en doute. Pourtant, son grand-père lui a toujours semblé très perspicace. Peu après, Mari continue de s'émerveiller de tout ce qui l'entoure, car cela lui rappelle les animes qu'elle a regardés récemment. L'elfe demande si, derrière cette porte, se trouvent des choses non humaines et très dangereuses. Ayant vu cela dans un anime, elle pense que c'est peut-être aussi le cas dans la réalité. Il demande donc à l'ouvrir, et Kazuhiro lui répond qu'il peut le faire sans problème. Bien sûr, au final, il ne trouve rien d'étrange. Ensuite, il monte dans l'ancienne chambre du protagoniste, où il lui raconte qu'il y a un passage secret, dans l'espoir que Mari ne s'ennuie pas et s'amuse à le chercher. Mais comme elle ne trouve rien, elle décide d'aller au grenier, car cela lui semble être l'endroit idéal pour abriter des monstres. Cette fois, elle aperçoit réellement quelque chose passer à toute vitesse, ce qui effraie à la fois Mari et Ridra. L'heure du repas arrive, et il découvre un festin fraîchement préparé avec les produits les plus frais et artisanaux qu'il puisse trouver. Le protagoniste savoure un bon saké japonais fait maison, alors Mari aussi veut y goûter. Le vieux lui demande si elle a l'âge pour boire, et elle confirme. Après cela, Mari goûte le saké, et elle l'apprécie. Alors qu'il continue de manger, le vieux lui offre un cadeau à Mari, et en l'ouvrant, elle trouve un joli portefeuille, fait selon les traditions de la région, ce qui la rend très heureuse. Après le repas, les jeunes proposent de nettoyer la vaisselle. En lavant les plats, il semble que l'alcool ait fait effet sur Mari, qui rougit fortement. Voyant cela, le protagoniste décide d'aller prendre un peu d'air frais. Alors qu'il marche, la seule lumière qui les éclaire est celle de la lune et des étoiles, ce qui fait que le protagoniste peine à distinguer le chemin soudain. Mari commence à invoquer des esprits de lumière, ce qui surprend énormément le protagoniste. Elle a finalement réussi à les appeler dans ce monde.
Elle-même est stupéfaite mais explique qu'elle a toujours pu voir les esprits depuis son arrivée ici, sauf qu'ils ne lui répondaient jamais. Kazuhiro ne s'attendait absolument pas à cela et la remercie, car c'est une expérience unique. Mari, quant à elle, le remercie d'avoir choisi cet endroit, car elle a pu découvrir de nouveaux plats et même rencontrer son grand-père. D'ailleurs, maintenant qu'elle y pense, le protagoniste et son grand-père se ressemblent un peu. Il paraît d'insouciant, mais en réalité, il est très sage. Ce qui l'intrigue aussi, c'est que son grand-père l'appelle toujours Kazuhiro, ce qu'elle trouve un peu drôle. Le protagoniste lui explique que c'est en fait son vrai nom. Étonné, Marie lui demande comment c'est possible. Il lui raconte alors qu'il s'est trompé en entrant son nom dans l'autre monde. La pauvre elfe n'en revient pas. Elle a toujours prononcé son nom de travers. Elle veut savoir pourquoi il ne l'a jamais corrigé, mais pour lui, ce n'était pas important. Marie, en revanche, insiste sur le fait que ça l'est. Elle commence alors à l'appeler Kazuhiro, ce qui le met très mal à l'aise. Il préfère qu'elle continue avec Kazuhiro, mais elle refuse catégoriquement. Elle veut l'appeler par son vrai nom pour toujours. Elle s'amuse alors à répéter Kazuhiro encore et encore. Un délire typiquement japonais. Après être rentré à la maison et avoir pris un bon bain, le protagoniste retrouve Marie en train de boire un jus de pomme offert par son grand-père. Il se demande quelle expression ferait son lui enfant s'il lui disait qu'un jour, il viendrait ici avec une elfe. L'heure du coucher arrive. Le grand-père apporte une lampe au protagoniste, car la lumière de la chambre ne fonctionne plus. Mais en ouvrant la porte, il aperçoit ces lumières brillantes. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il ne dit qu'une seule chose au jeune, amusez-vous bien. Se pourrait-il que le grand-père en sache plus qu'il ne le laisse paraître ?